Euh, Salut, moi c'est Victor. Je bosse pour Rendez-vous Service Public et aujourd'hui je vais vous parler de Autodoc, un outil qui va vous permettre de connecter vos tests d'intégration à votre documentation. Un petit peu de contexte, donc Rendez-vous Service Public, le produit pour lequel je bosse, ça ressemble à ça. C'est une appli de prise de rendez-vous pour les différents services publics qui fait partie du programme beta.gouv, donc on dépend de la direction interministérielle du numérique. Et en gros, c'est un peu Calendly, un peu Doctolib pour plein de services publics. On est une petite équipe, on est 9 personnes. Notre code est open source, il est visible sur GitHub. Vous pouvez voir tous les bugs que j'écris, il y en a beaucoup. Et comme beaucoup de petites équipes, comme beaucoup de startups, qu'elles soient des startups d'État ou des startups privées, eh ben, on a le problème que Cyril mentionnait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait de la documentation? Et comment est-ce qu'on fait de la documentation qui soit à jour et qui soit utile, pas juste pour l'équipe technique qui va pouvoir aller fouiller dans le code, mais aussi pour le product manager qui vient de nous rejoindre, les chargés de déploiement qui ont besoin de parler d'une fonctionnalité qu'ils n'ont pas vue depuis très longtemps, tous ces trucs-là. Donc voilà, pour communiquer, pour répondre à des questions sur le produit, souvent il y a besoin de savoir comment ça marche. Nous, en tant que dev, on peut aller fouiller dans le code, mais tout le monde ne peut pas le faire. Ce qu'on sait, c'est que du texte, c'est bien, mais des captures d'écran, c'est quand même mieux de pouvoir visualiser c'est quoi les différentes étapes. Donc parmi les outils qu'on a, il y a des choses assez classiques. On fait souvent des captures d'écran dans la pull request, un avant-après pour qu'on montre ce qui a changé, ce qui a été ajouté. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais c'est rigolo pour le dev de dire « Ah oui, c'est ça tout ce que j'ai shippé ». Mais après, ça ne vieillit pas forcément toujours bien parce qu'on ne le fait pas systématiquement, il y a l'interface qui change, tout ça. On a un environnement de démo. Il y a des gens qui appellent ça une staging, il y a des gens qui appellent ça un environnement de recette, d'intégration. Un truc où c'est comme la prod, mais avec pas les données de la prod. Ça, c'est bien pratique pour pouvoir tester la fonctionnalité avec les vrais boutons en cliquant dedans. Mais un petit truc qui est difficile avec ça, c'est que quand vous avez besoin de tester un truc précis, par exemple de la création de compte, eh ben, il faut avoir les données de base, genre une absence de compte, que vous n'avez pas toujours. Il faut peut-être supprimer des données, c'est un peu galère, une fois de plus, surtout si on n'est pas tech. Un truc que notre équipe a essayé aussi, c'est les captures d'écran faites par les chargés de déploiement et qui mettent ensuite dans des outils divers et variés. Là, on avait fait une tentative avec ScriptHow, mais ça, c'est un peu galère à maintenir. C'est aussi un petit peu galère de mettre en place les données de base. Ça ne marche pas toujours. Et puis surtout, quand on change d'interface, quand ça devient obsolète, comment est-ce qu'on est au courant que ça a changé? Est-ce que les devs vont penser à dire aux gens qui font la documentation, eh là, on a changé ce truc, il faut mettre ça à jour? Pas toujours. Et ensuite, se retaper toutes les captures d'écran, c'est un peu relou. Donc, la solution merveilleuse, c'est l'Autodoc. Ça va être génial. Alors, avant de vous parler de l'implémentation de la gemme en elle-même, de comment ça fonctionne, on va prendre un tout petit peu de recul et voir qu'est-ce qu'on a comme outil dans la plupart des codebases en Ruby et en Rails. Souvent, on a des tests d'intégration Capybara qui vont tourner dans un navigateur. Typiquement, pour des specs qui utilisent du JS, c'est quand même pratique de lancer un truc, que ce soit avec Playwright, avec Chrome Driver, avec Selenium à l'époque. C'est cool. Et quand vous avez une erreur dans une spec Capybara, vous voyez sans doute le petit lien vers un screenshot de la page qui vient de la gemme Capybara Screenshot, qui est très utile. On a aussi des GitHub Pages qui permettent de hoster des pages statiques. Et à chaque fois qu'on merge une pull request et qu'on pousse en prod, il y a un build de CI qui tourne, qui lance les specs. Truc classique. Donc si on prend toutes ces briques de base, qu'on secoue et qu'on ajoute l'idée magique de RSpec, il y a des choses intéressantes. Et l'idée magique de RSpec, comme le dit son nom, c'est que vos tests, c'est des spécifications. Vous savez, le petit DSL de on fait un describe, on fait un contexte, on écrit, c'est censé faire ça à ce moment-là. Il y a même le format documentation de l'output de RSpec. Vous pouvez soit avoir tous les petits points les uns à la suite des autres, soit avoir vraiment le texte de votre feature qui déroule dans l'écran. Il y a même Cucumber qui fait ça de manière encore plus poussée avec des définitions de steps. Mais en fait, en vrai, une spécification, on rajoute des captures d'écran, ça fait de la documentation. Et du coup, c'est ça l'idée.
C'est ça le spoiler. On peut à la fois utiliser nos specs pour prendre des captures d'écran et ensuite packager ça en une petite documentation qui va être super utile en interne pour que toute l'équipe sache comment certaines parties un peu obscures du produit fonctionnent. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler une spec d'intégration un peu classique qu'on transforme en Autodoc. J'ai un fichier RSpec, je ne vais pas vous infliger le détail de chaque ligne, mais c'est des choses assez classiques. On visite une URL, on clique sur un truc, on remplit un formulaire, on clique sur un autre truc. On va avoir un expect sur le contenu de la page. On va peut-être avoir un expect sur le contenu de la base de données. Les puristes diront que faire des expects sur la base de données dans un test d'intégration, c'est pas vraiment de l'intégration, mais en vrai, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, on a ce scénario de base. Et ben, en ajoutant Autodoc, un peu plus de code, mais ce n'est pas forcément beaucoup plus compliqué. On a une API de Autodoc qui est assez simple. On a une première méthode qui va permettre d'ajouter un scénario. Un scénario, c'est un scénario que vous avez documenté. Souvent, ça va correspondre à un bloc it dans vos specs RSpec. Ensuite, sur cet objet doc, on va pouvoir démarrer une section. Une section, c'est une partie de la spec. Souvent, on alterne entre plusieurs personas d'utilisateurs. Si vous avez une marketplace, vous aurez par exemple le vendeur et l'acheteur, ce genre de truc. On peut ajouter du texte dans notre documentation, pratique. Et on peut ajouter un screenshot auquel on va passer la page Capybara qu'on est en train de voir, le texte qui servira de légende, et éventuellement un texte qu'on s'attend à voir sur la page pour être sûr d'attendre que la page ait fini de charger pour ne pas prendre un screenshot d'une page qui est à moitié chargée. Et en vrai, c'est tout. Ce truc-là, ça suffit ensuite à faire des screenshots avec Capybara Screenshot, enregistrer les métadonnées de quel texte on est censé avoir, quel titre ça a. À la fin de la suite de tests, on compile ça dans un petit fichier HTML pour chaque scénario, plus un petit index pour avoir des liens vers chacun des scénarios. Et ça roule. Voilà à quoi ça ressemble quand on lance ça dans le shell avec un bundle exec-rspec à l'ancienne. Dans l'output du fichier, ça va me dire la doc est accessible sur tel truc. À la base, ça sera juste disponible en ouvrant file, en ouvrant l'index.html du truc, de la spec. Et du coup, en lançant ma spec, j'aurai généré mon fichier HTML. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très impressionnant parce que c'est un peu la même capture d'écran que tout à l'heure. Mais je vous jure, il y a une petite URL là de fichier. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand j'ai lancé ma spec. Voilà, ma spec pour ouverture d'un espace, j'ai ma petite légende, j'ai mes différentes sections. C'est facile. Petit détail sur comment c'est branché. À la fin du run, il y a un petit hook after suite. Donc c'est quelque chose qui va être lancé après que tous les tests qu'on voulait lancer aient été lancés. Que ça soit quand vous lancez juste une seule spec, ça va se déclencher à la fin de la spec. Ou si vous lancez toutes vos suites de tests, ça va se lancer une fois à la fin de toute la suite de tests. On va appeler autodoc.render qui va générer ces fichiers HTML. Et ensuite, une fois qu'on a ces fichiers HTML, autant les pousser sur des GitHub Pages ou ailleurs, si vous avez d'autres préférences sur ce que vous voulez faire. Nous, typiquement, dans notre CI.yaml, on utilise des GitHub Actions pour notre CI. On a ajouté le petit truc pour pousser ça. On a un autre job qui va faire lancer les specs, qui va garder un artefact quelque part. C'est un dossier dans lequel il y a tous les fichiers. Et ensuite, qui va envoyer ça à GitHub Pages. Et si ça vous amuse, je vous ai mis l'URL. Je pense qu'il y a les slides sur le Slack de Paris RB. Je les remettrai genre en commentaire du meetup, un truc comme ça. Mais voilà, je vous ai mis l'URL de nos différents scénarios pour illustrer un petit peu le truc. Et voilà, ça c'est ce à quoi ressemble l'index. On a une petite liste de scénarios. On commence à en avoir une dizaine. Je crois que c'est le moment où on va commencer à les regrouper un petit peu plus et avoir plus de choses. Et du coup, le lien vers cette page-là, on l'a ajouté dans notre back-office qu'utilise notre équipe support, notre équipe déploiement. Comme ça, ils savent, ah ok, je peux aller regarder ce qui se passe. Et c'est assez utile. Alors, si on revient à nos problèmes qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a vraiment un truc qui prend une spec d'intégration, on ajoute des annotations dessus, et ça nous fait de la documentation.
Et ça, c'est pas mal parce que du coup, en tant que dev, quand on modifie la spec, on va voir, ah oui, il y a ces annotations, est-ce qu'il ne faut pas les mettre à jour? Parfois, il y a même l'expect du texte de la capture d'écran qui va échouer et qui va nous dire, ah ok, il faut que je change quelque chose. Et ça répond assez bien au problème qu'on a eu tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on gère les données pour tester les choses. Ah, il faut remanuellement setuper des trucs, ça prend une plombe. Bah là, c'est des specs, donc on a nos factories, on a tout ce qu'on veut, on peut scripter les choses. On peut même créer des factories par défaut qui vont être tout le temps réutilisés pour ces specs-là, qui du coup vont avoir un peu nos personas classiques d'utilisateurs qui sont là. Donc ça, c'est assez pratique. Et ben, vu que ça tourne à chaque build, ben, ça tourne à chaque fois qu'on fait une mise à jour de l'application. Et ça, c'était assez satisfaisant. On a eu un moment où ça faisait quelques semaines qu'on s'en servait. On avait 4-5 scénarios, quinzaine, vingtaine de captures d'écran. Et on a changé quelque chose dans notre sidebar, une barre du menu qui est visible sur quasiment toutes les captures d'écran. Donc le dev qui a fait ça a mergé sa pull request, n'a pas touché à toutes les specs parce que ça n'intervenait pas dans les 4-5 specs d'Autodoc qu'il y avait. Et quand il a mis ça en prod, ben, tout s'est mis à jour. C'était très satisfaisant de voir, ah ok, c'est tout la nouvelle version. On peut directement l'envoyer et montrer aux gens, hey, regardez, il y a ce nouveau truc qui est sorti. Et souvent, les gens vous disent, ouais, il y a cette gemme, elle est merveilleuse, et en fait, ça ne sert pas forcément dans la réalité. Nous, c'est assez utile. Comme vous l'avez vu, les pages de la doc en elle-même, c'est un peu root, c'est un petit peu sec, mais ça sert de matière première à notre doc qui va être un petit peu plus jolie, qui va être un peu mieux faite, qui est gérée par notre équipe support. Et du coup, notre équipe support va partir de ces trucs-là qui sont faits par les devs, mettre des textes un petit peu plus complets et les mettre dans notre doc public. Ça a aussi été utilisé dans des campagnes de mail pour dire hey, on a ce nouveau truc-là. Bon, on a réutilisé là directement les captures d'écran. C'est pas parfait. Il y a des trucs qui ne marchent pas encore très très bien. Notamment, c'est pas encore parallélisable. C'est-à-dire que toutes les specs d'Autodoc, je suis obligé de les faire tourner dans le même process parce que c'est dans un bout de mémoire, dans une variable de classe que je stocke les métadonnées. Du coup, ça veut dire qu'au moment où toutes nos specs d'Autodoc commenceront à être trop nombreuses, ben, ça va un peu rajouter notre temps de build et il faudra se mettre à trouver du parallélisme. Bon, ça peut se faire, mais ça nécessitera un peu de taf. Et le truc que j'ai pas encore réussi à craquer, c'est que les captures d'écran, malheureusement, elles sont pas Retina, elles sont encore basse résolution, ce qui fait des artefacts un peu chelous sur l'affichage des polices, ce qui fait que c'est pas toujours très 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 joli, donc ce qui est pas très, ouais, ce qui pourrait être mieux. Mais alors, je vais pas vous infliger toute l'implémentation, mais un truc qui est rigolo, c'est que vu que c'est une idée assez simple, ben, grâce à Ruby, c'est assez simple à implémenter. En gros, ça tient en un fichier en à peu près 80 lignes de code, parce que c'est juste mélanger ces différents outils dont on parlait tout à l'heure. C'est assez rigolo à implémenter. Il y a 3 fichiers de template HTML pour un truc de layout, la page d'index, la page de détail d'un scénario, que vous pouvez customiser. Et ça se fait assez facilement, et c'était un bon rappel que ah ben, c'est rigolo de créer ses propres outils en Ruby, c'est rigolo de pouvoir créer un truc assez facilement. Et du coup, ça a commencé comme un fichier dans notre spec/support dans notre application, mais on a sorti une gemme, parce que le service public, on fait de l'open source, c'est cool. Et il m'est arrivé quelque chose de terrible hier soir pendant que je préparais mes slides. Je me suis rendu compte que quelqu'un d'autre avait déjà pris le nom Autodoc sur RubyGems. Donc je vous présente Capybara Autodoc, c'est le meilleur nom de remplacement que j'ai trouvé, et puis c'est quand même branché sur Capybara, donc ça a un petit peu de sens. Et du coup, si ça vous intéresse de faire la même chose chez vous, vous pouvez installer cette gemme, lancer un bundle exec Capybara Autodoc init, ça va générer les fichiers HTML dont je parlais à l'instant, le afterhook pour faire un autodoc.render, et ensuite, c'est parti, vous pouvez avoir de la documentation qui se met à jour. Conclusion, l'Autodoc, c'est pas mal et c'est rigolo à implémenter. Donc je vous ai remis le lien de la gemme et si ça vous amuse, le lien de notre doc à nous, à quoi elle ressemble en ce moment. Merci tout le monde. Est-ce que vous avez des questions?
J'ai juste dit un truc, mais il y a une tradition que j'ai vue une seule fois, qui est normalement quand tu présentes une gemme que tu sors, tu fais le gemme push en live. Ah, Mais bon, comme elle s'est faite qu'une fois, c'est peut-être pas une vraie tradition, mais c'est, c'est un... l'amour du risque aussi, tu vois. Ouais, ouais, bah, j'ai pas eu assez d'amour du risque, je l'ai fait hier soir et du coup là je suis en train de me rendre compte, oh non, Autodoc c'est déjà pris, on pourrait faire un sondage de qui a une meilleure idée de nom. D'ailleurs je suis encore preneur, hein, il est pas trop tard pour sortir la 0.2 sous un autre nom. J'aurais dû y penser. La vraie gemme Autodoc, elle prend tes request specs et elle en fait de la doc, et je comprends ça comme de la doc Swagger. Tu sais, le fichier JSON qui te renseigne ton API. Ce qui est cool et ce qui est bien aussi, mais ce qui est légèrement différent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça marche pas avec Unitest? Euh, je pense que ça se fait avec Minitest. Parce ah, au fin fond de l'implème, j'ai. Enfin, au fin fond. euh, entre les lignes 40 et 60. Il y a un expect, parce qu'on fait un expect page to have content avec ce qu'on passe en argument. Donc il faudrait changer ça pour que ça marche avec Minitest. Et dans l'installateur de la gemme, on fait un after suite, comme je vous le montrais dans Excel tout à l'heure. Donc, comme ça, out of the box, ça ne marche pas directement avec Minitest. Mais en même temps, il y a tellement peu de code que je t'encourage pas mal à juste copier-coller le fichier principal, changer les trucs pour que ça marche avec Minitest, et ça roule, quoi. J'ai très bonne idée en tout cas, je pense que je vais l'utiliser assez Cool. prochainement. Je suis pas mal sur ces problématiques au taf. Est-ce que il y a aussi, ça m'a fait penser parce que souvent quand tu fais de la doc un peu évoluée, on va dire, Ouais. tu peux faire aussi des captures de mini vidéos, un petit peu d'enchaînement d'écran. Et est-ce que c'est quelque chose que tu envisages par la suite ou juste ton besoin c'était les captures d'écran de manière automatique, etc. Alors, le besoin, c'était vraiment de la capture d'écran automatique et d'avoir un endroit qui soit maintenu à jour. C'était ce truc-là. Euh, Et en fait, ça dépend de quel type de vidéo tu te mets à faire. Parce que il y a un monde où ta vidéo, c'est un enchaînement de capture d'écran et un curseur qui se balade et une voix off. Peut-être que ça peut être un genre de surcouche que tu mets par-dessus ce truc-là qui t'oblige à avoir un peu un script de je charge cet écran, je fais ces manipulations-là, je fais ce truc-là. Euh, Il y a forcément une tentation d'essayer de bricoler ce truc-là. Euh, ton navigateur qui est piloté par Capybara, tu le lances en headless généralement, mais tu peux aussi le lancer en pas headless et avoir vraiment ton navigateur et tes boutons qui se déplacent et tout ça. Tu pourrais imaginer scripter ça, genre mettre des temps d'attente, faire des choses comme ça, pour que ça ressemble un peu plus à ce que fait un humain, et trouver un truc pour transformer le texte en un truc parlé par une IA. Pour le besoin que nous on a, c'est pratique aussi de pouvoir rechercher du texte, de pouvoir scroller rapidement pour arriver à la partie qui nous intéresse. Du coup, c'est pas un truc que nous on va faire tout de suite, mais ça peut être une surcouche rigolote à ajouter. Ouais. Ok. Et sinon, j'avais deux remarques. Là, tu n'es plus très loin au final aussi d'une intégration Cucumber, parce que dans l'idée, enfin, c'est du vrai DDD, quoi. Tu spécifies tout ton enchaînement et l'usage de ton application. Donc, Et l'autre remarque, c'est que aussi, bah, quand ça va grossir, Ouais. forcément, je pense qu'il faudra l'extraire sur un run un peu séparé, dédié dans la CI pour gérer Ouais, ce genre de choses, quoi. ouais, c'est clair. Pour clarifier les choses, nous, c'est déjà un run séparé. On a genre un run où on a les linters, les trucs comme ça qui sont assez rapides, un run pour toutes les specs unitaires, un run pour la moitié de nos specs qui utilisent du JS, un run pour l'autre moitié, et un run pour ensuite la dizaine de scénarios qu'on a avec ça. Donc,
on Puis y est déjà. Mais... je vais attendre aussi la feature de paralysation parce que nous on fait tourner sur plusieurs charts donc Ouais, ouais, ça peut se faire. Merci pour la présentation. Du coup, cette fonctionnalité-là, tu l'utilises avec des utilisateurs publics ou juste en interne, en fait, la documentation là pour le moment? Alors, cette documentation, vu qu'elle n'est pas très jolie, vu que les Ouais. captures d'écran ne sont pas toujours ouf, c'est vraiment en interne pour notre équipe. Et c- Et éventuellement pour des équipes partenaires, quand on fait des intégrations avec d'autres équipes, ben, c'est pratique de pouvoir leur montrer. C'est ça le parcours typique dans l'application. Et vous avez de l'ambition pour potentiellement même en faire de la doc publique ou Ouais, ben, en fait, ça nous sert de matière première pour faire la doc publique. Parce que par ailleurs, on a une doc publique qui est maintenue par nos chargés de déploiement. Et souvent, ils vont piocher dans les screenshots qui sont déjà là Hmm. pour les mettre dans cette doc publique, malgré le fait qu'ils soient à basse résolution. On fait ça, ouais. Parce que là où je voulais en venir, c'est vu qu'à chaque build, tu refais tous tes screenshots, Mhm. à un moment, ça doit partir en live, je suppose. Enfin, tu dois forcément avoir un ou deux runs où il y a un screenshot qui a été pris n'importe comment. Ou, je suppose que c'est pas forcément très fiable. Donc, Ouais, effectivement, c'est aussi ça une des limitations. Il y a un ou deux endroits où le screenshot, on n'a pas compris pourquoi, on n'arrive pas toujours à le déclencher, et du coup, on a un écran blanc à la place du vrai screenshot. Et du coup, on a mis en texte, ah ben c'est le même écran que dans tes autres features, allez chercher là-bas. Ouais, on a encore deux, trois trucs qui sont pas méga fiables. Ce qui fait, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas envie d'avoir un truc qui est quand même encore un peu expérimental. C'est genre en juin qu'on a mis ça en ligne, donc c'est assez récent. Donc ouais, c'est aussi ça effectivement qui fait qu'on ne veut pas en faire notre site de doc public tout de suite. Merci. Du coup, j'avais une question qui est un peu liée aussi. Alors, c'était probablement pas ton use case principal, mais par rapport à ce que tu as présenté au début où tu avais une PR qui montrait avant-après, Ouais. est-ce que là, il y a un mécanisme pour pouvoir informer d'autres gens ou d'autres équipes que bah, voilà ce qui a changé dans la doc, au-delà d'aller chercher le diff du build c'est ça ma question. Pas vraiment. J'avais fait une autre gemme il y a quelques années qui s'appelle No Regrets, qui fait des tests de régression automatisés. J'ai une passion pour les specs et les screenshots. Et ce que ça faisait, c'est que ça prenait des screenshots et ça les comparait aux screenshots qui étaient avant. Et ça faisait ça en enregistrant juste le chat du screenshot pour pas enregistrer genre ton fichier PNG dans ton Git. Et ça permettait de genre faire échouer ta spec si ton écran il évoluait et que du coup il fallait notifier quelqu'un. Là, on l'a pas fait pour ça, aussi parce que c'est pas méga fiable de faire de la comparaison de screenshots de manière automatisée pour tous les screenshots d'un build. Ouais, c'est encore la partie qui est encore humaine et un peu bazar de « Ah ok, on a mis à jour la doc, faut qu'on dise aux gens de recopier la doc interne sur la doc publique. » Ouais, c'est pas encore tout industrialisé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cool. Ben, merci tout le monde.